Bonjour et bienvenue dans le podcast Gardien de la naissance. Ici, on explore ensemble cette aventure bouleversante qui est celle de devenir père aujourd'hui. Le défi est immense. Pourtant, il est souvent invisible parce que ce ne sont pas eux qui portent le bébé 9 mois, qui accouchent, qui allaitent. Mais parce que leur rôle est essentiel, ici, je leur donne la parole. Chaque mois, je partage des témoignages de pères et des interviews d'experts pour t'aider à vivre ta paternité pleinement. Je suis Susanna, la créatrice de ce podcast, et si tu t'interroges sur mon accent, je suis portugaise. Et si je suis ici aujourd'hui avec toi, c'est parce que la naissance de mes 2 enfants a complètement transformé ma vie. Et j'ai vu l'impact décisif que mon partenaire a eu sur mes grossesses, mes accouchements et même mes allaitements. Sans lui, sa préparation, son implication, c'est sûr que rien n'aurait été pareil. Dans une vie d'avant, je gérais une start-up dans la finance. Et puis je suis devenue mère et j'ai tout quitté pour suivre mon intuition, ce besoin de comprendre l'humain, le corps, le lien, l'amour. Et aujourd'hui, j'accompagne les futurs pères et les couples à se préparer ensemble à l'arrivée de leur bébé. Avant de commencer, si tu veux aller plus loin, j'ai créé un défi audio avec des exercices pratiques pour passer à l'action et commencer à incarner dès aujourd'hui le pilier, le gardien puissant, le père présent que tu as envie d'être. Le lien est dans la description de cet épisode. Je te souhaite une très belle écoute. C'est parti. Merci Solène d'avoir accepté mon invitation. Vraiment, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi parce que moi-même je suis entrepreneuse et je sais que ce sujet c'est vraiment quelque chose d'important à aborder. Je sais aussi que c'est pas ta spécialité, les papas entrepreneurs, mais je me suis dit qu'avec ton expérience, tu travailles depuis un petit moment sur le sujet, que c'était vraiment intéressant qu'on puisse échanger aujourd'hui. Merci beaucoup Susanna de m'avoir invitée et effectivement je pense que c'est un sujet hyper intéressant et qui va s'accentuer à partir de 2026 avec le congé de naissance. Mine de rien, ça allonge les droits des parents en général et des papas en particulier, donc je suis ravie de pouvoir apporter mon éclairage à ceux qui seraient pardon, je suis un peu enrhumée moi aussi, à ceux qui seraient concernés. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, tout à fait. Donc moi je m'appelle Solène Pigné, je fais de l'accompagnement d'entrepreneurs depuis 11 ans. J'ai d'abord eu un cabinet de conseil spécialisé en entrepreneuriat durable et puis en 2023, j'ai décidé de me spécialiser sur le sujet de la grossesse. Parce que j'ai remarqué tout simplement à travers mon propre vécu, mais aussi de clients que j'accompagnais, que c'était une période vraiment charnière, à la fois de la vie perso évidemment, mais aussi de la vie pro. Et quand on est entrepreneur, on est parfois un peu perdu de savoir à quoi on a droit, comment on s'organise, comment ça se passe finalement. Et ça peut être un moment assez challengeant dans la vie d'une entreprise, quand on veut vraiment s'arrêter et quand on décide de prendre un temps pour accueillir son enfant, faut réfléchir à quelle stratégie on met en place pour que le château de cartes de son activité ne s'écroule pas à ce moment-là, parce que c'est un moment où on a moins de temps, moins d'énergie et en même temps plus de besoins financiers. Donc il y a vraiment une équation à trouver. Et moi mon expertise c'est la stratégie et donc ça me passionne en fait de pouvoir trouver les meilleures stratégies pour travailler moins et gagner plus, voilà, pour pour faire court. Ok, merci. On va commencer par aborder le sujet des pères qui sont compagnons d'une femme qui est entrepreneuse, donc une femme qui entreprend. Pourquoi, à ton avis, c'est important qu'ils aient en tête cette spécificité-là, d'intégrer le fait que leur femme est une entrepreneuse aussi dans la vie perso et dans le projet bébé? En fait, je pense que avant d'avoir des enfants, très souvent dans le couple, enfin en tout cas, je pense que c'est la majorité des cas, on va vivre sa vie professionnelle chacun de son côté, donc chacun fait ses choix, chacun fait ses choix d'études, ses choix d'orientation, éventuellement ses choix de se lancer ou non à son compte, mais quelque part c'est une responsabilité individuelle. En tout cas, voilà, dans nos sociétés occidentales, c'est comme ça la plupart du temps que c'est vécu, à l'ère moderne, même si évidemment il y a plein de façons de s'organiser et de faire en couple, mais très souvent on se dit voilà, est-ce que je prends
le risque ou pas de changer de job, de me lancer à mon compte, est-ce que j'ai assez de sous de côté pour me permettre cette transition. C'est quelque chose qu'on va vivre de manière individuelle, puisque en fait la capacité de générer des revenus, elle voilà, je pense, été éduqué dans cette idée que c'est une responsabilité personnelle. Et en fait, quand on devient parent ensemble, donc dans un couple, la capacité à générer des revenus, elle va dépendre entre autres, mais aussi du soutien qu'on va avoir à la maison. C'est-à-dire que tout d'un coup, notre temps de travail, il va dépendre de la disponibilité de l'autre. Il va dépendre du mode de garde qu'on va pouvoir trouver ensemble ou pas. Il va dépendre de quand ce mode de garde finalement il marche pas ce jour-là, où il y a une maladie, où il y a un contretemps ou quelque chose. Qui est-ce qui prend sur soi, et donc qui est-ce qui prend sur sa capacité à générer des revenus. Et très souvent, en fait, de manière un petit peu naturelle, ça va plutôt être la maman qui va entre guillemets se sacrifier pour faire la variable d'ajustement, pour plein de raisons, notamment parce que comme le congé maternité il est plus long que le congé paternité, elle a plus eu l'habitude d'être cette variable d'ajustement. Et puis parfois aussi, la maman, elle travaille plus proche du domicile ou à domicile, notamment quand on est à son compte. En fait, il y a une vraie différence. C'est assez intéressant au niveau sociologie, mais les hommes travaillent plus loin de leur domicile que les femmes. Mais encore une fois, là, je donne des grandes généralités. Évidemment qu'il y a plein de configurations possibles, mais voilà, de manière générale, c'est ça qui se passe et qui fait que la maman va être plus souvent en fait amenée à être cette variable d'ajustement, et mis bout à bout, tous ces petits temps et toute cette énergie et ce temps en moins, ça impacte sa capacité à générer des revenus, et ça a des conséquences tout simplement à court terme sur l'argent qu'elle a sur son compte, l'argent qu'elle peut contribuer au compte commun, l'argent qu'elle peut mettre de côté, et à plus long terme, quand on génère moins d'argent, en fait, c'est des cotisations en moins pour un futur chômage, pour un futur congé maternité et pour la retraite. En fait, faut comprendre que l'entrée dans la parentalité, c'est le moment qui, en tout cas, le facteur le plus important des disparités femmes-hommes d'un point de vue financier. Ça a été démontré par la prix Nobel de l'économie 2023, Claudia Goldin, pour ceux qui aimeraient creuser le sujet. Mais en tout cas, ce qui est important de savoir et de comprendre, c'est que l'entrée dans la parentalité, c'est moins 20 à moins 30% de revenus pour les femmes. Les hommes sont pas ou peu impactés. En tout cas, encore une fois, de manière générale. Et à la retraite, c'est moins 40%. C'est-à-dire qu'il y a 40% de différence entre la retraite des hommes et des femmes. Pourquoi ? Parce que c'est c'est la combinaison de tous ces petits arrangements à court terme où on se dit oui, mais c'est plus logique, tu gagnes moins, t'es plus proche, bébé est mieux avec toi quand il est malade. Toutes les raisons qui font que on se retrouve finalement à être dans ce déséquilibre qui après a des répercussions et un effet ricochet qui va jusqu'à la retraite. Où les pauvres en fait c'est des femmes âgées et qui prennent soin des enfants de leurs parents. On peut critiquer au niveau de la société, mais on peut aussi et surtout agir au niveau individuel et au niveau du couple en se disant nous dans notre couple comment on va fonctionner et comment on va faire pour que cette disparité sociétale on ne la laisse pas nous affecter nous, et comment on va protéger pour les hommes qui nous écoutent, comment je vais protéger ma conjointe de la pauvreté qui l'attend ou en tout cas de l'appauvrissement qu'engendre la parentalité. Toi-même, tu es entrepreneuse, tu es aussi devenue maman. Comment, du coup, tu as fait ce cheminement-là dans ton couple? Parce que tu as changé d'où chacun ses comptes, chacun son argent. On est en famille, je suis entrepreneuse, ça a un impact sur mon business. Comment tu as cheminé ce niveau-là? Alors, ça a été une prise de conscience assez tardive. Pourtant, je suis assez engagée sur le sujet, et c'est des choses qui m'intéressent. Donc on pourrait penser que j'étais mieux armée que d'autres, et en fait pas du tout. C'est-à-dire que
En plus, bon, moi, j'ai eu un cas particulier, j'ai une grossesse pathologique qui m'a empêchée de travailler normalement. Et ça a été un gros coup dur financier pour mon activité. Et en fait, j'ai eu le réflexe de piocher dans mes économies. Donc d'abord, de compenser grâce à la trésorerie de mon activité, c'est-à-dire que comme moi, je pouvais moins travailler, j'ai allongé les heures des personnes qui travaillaient avec moi pour essayer de compenser un peu comme je pouvais. Et j'ai pioché dans la trésorerie de la boîte. En fait, tous les coûts de cette pathologie de grossesse, même si le projet bébé on l'a fait à deux, finalement l'impact de la grossesse je l'ai pris sur moi. Donc d'abord en piochant la trésorerie de ma boîte, et puis ensuite j'ai pu moins me rémunérer que escompté. Et en fait, j'ai pioché dans mes économies pour pouvoir continuer à contribuer au compte commun comme habituellement. Grosse erreur. Alors, on fonctionnait déjà de manière assez proportionnelle, mais en fait, quand on est à son compte, mon conjoint est salarié, enfin en tout cas l'était à l'époque, donc lui, il avait un salaire fixe. Donc c'était très clair de, tous les mois, je m'étends sur le compte commun. Donc on fonctionne avec un compte commun, on a chacun nos comptes séparés et on a un compte commun où du coup on paye les dépenses en commun. Et moi, comme j'avais des revenus qui étaient à peu près stabilisés, mais qui avaient une variabilité plus grande que les siens, j'avais fait une espèce de moyenne et je m'étais dit moi tous les mois je peux me permettre de mettre tant. Et en fait quand j'avais un peu des bas ou des hauts, je changeais pas le montant que je mettais sur le compte commun d'un mois sur l'autre, parce qu'on avait des charges fixes. En fait, le loyer il change pas en fonction de mon activité. Donc ça me paraissait à peu près logique de faire comme ça, mais la conséquence c'est que du coup j'ai vraiment beaucoup pioché dans mes économies. Et en fait, on s'en est rendu compte je crois que c'était 1 an ou 2 après la naissance de notre enfant. On a voulu faire un achat immobilier pour déménager, et donc on a fait un peu le point sur nos capacités financières, notre épargne. Et en fait, je me suis rendu compte, on s'est rendu compte, parce que lui non plus, il s'en était pas, c'est pas soucié, mais voilà, encore une fois, ça s'est fait un peu comme ça au fil de l'eau, sans trop se rendre compte des conséquences. Mais en gros, depuis la naissance de notre fils, depuis ma grossesse même, moi j'ai beaucoup pioché dans mes économies, et lui il a continué à mettre de côté comme d'habitude, voire même de plus en plus, parce qu'en fait il a continué à progresser dans sa boîte et à gagner de mieux en mieux sa vie. Donc en fait lui il s'est enrichi et moi je me suis appauvrie, et on s'en est rendu compte au moment en fait de mettre à plat tous nos comptes et toute l'épargne qu'on avait de côté l'un et l'autre. Et du coup, pour notre deuxième enfant, on a fonctionné différemment. L'impact financier de la grossesse, on l'a partagé en deux. C'était pas que moi qui a été impactée financièrement. Et on a aussi englobé l'impact de l'allaitement, puisque donc là, notre fille, elle a 2 ans et je l'allaite encore. Et notamment la première année, la deuxième non, mais la première année, ça a quand même impacté ma capacité de travail, le temps et l'énergie que j'avais à consacrer à ma vie professionnelle. Et donc, on a mis en place une compensation financière de sa part vers moi, avec on a aussi englobé finalement les économies que permet l'allaitement maternel. Donc on n'a pas de biberon à acheter, on n'a pas de poudre à acheter et on a moins de maladies aussi, et le bébé et les parents. Et tout ça c'est un bénéfice de santé puis financier aussi pour la famille. Et donc on a mis en place cette compensation financière qui permet en fait de compenser aussi la première maternité qui a été un gouffre financier pour moi et pas pour lui, quoi. Donc voilà un petit peu le parcours que j'ai eu et comment on s'est rendu compte des choses et comment on a réajusté par la suite, parce qu'en fait c'est ça aussi le message que je voulais apporter ici, c'est que parfois on se rend compte qu'on a fait des erreurs, ou qu'en tout cas notre mode de fonctionnement il était pas optimal, et on peut toujours réajuster et faire en sorte qu'il y ait un équilibre et une équité qui se mettent en place, même si c'est a posteriori. Oui, merci pour ce témoignage. Je trouve que ça permet de rendre les choses plus concrètes, parce qu'on parle vraiment de ton cas personnel. Comme tu accompagnes aussi des femmes entrepreneuses en projet bébé, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des sujets qui remontaient souvent par rapport au couple, aux partenaires, à la compréhension des partenaires sur leur situation? Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu as vues qui sont assez récurrentes?
Oui, et d'ailleurs, tu fais bien de parler de projet bébé parce qu'effectivement, ça commence dès l'avant-grossesse. Un des sujets qui remonte très souvent, c'est quand est-ce qu'on fait ce fameux bébé. On est d'accord, pas d'accord, on est prêt, pas prêt, et parfois pas au même moment. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un décalage dans le couple entre donc ça peut être dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire elle se sent prête et en plus elle se dit j'ai de l'endométriose ou j'ai 36 ans ou j'ai tel ou tel facteur qui fait que j'ai pas envie de trop tarder parce que je sais que plus le temps passe, plus potentiellement ça va être compliqué de tomber enceinte ou grossesse plus compliquée et puis tout simplement le corps qui qui faiblit avec le temps et qui fait que c'est quand même beaucoup plus fatigant d'avoir des enfants plus on avance dans l'âge. Moi j'ai eu mes enfants à 31 et 35 ans et je peux te dire que pourtant c'était des grossesses pathologiques déjà compliquées à la base. Je les ai sentis les 35 par rapport aux 31. Bon après il y avait aussi l'aîné à s'occuper et tout, donc j'étais globalement beaucoup plus fatiguée. Mais il y a ce truc de voilà, les femmes elles pensent un peu de manière souvent quand elles sont prêtes, elles veulent que ce soit maintenant là tout de suite. Ou au contraire, elles peuvent se dire oh là là mais moi c'est pas le bon moment surtout pour ma boîte. Très souvent elles ont envie que les choses soient voilà, elles veulent se sentir sereines dans leur activité professionnelle avant de se lancer dans la grossesse. Et parfois elles sentent une pression de leur partenaire qui lui est prêt et puis voilà est hyper enthousiaste et a envie de pouvoir démarrer l'aventure alors que elle freine des cas de fer. Donc voilà, il peut y avoir en fait un décalage finalement dans le sentiment d'être prêt dans le couple et parfois du coup une frustration pour celui qui est prêt alors que l'autre ne l'est pas et ou un sentiment de pression pour celui qui se sent pas prêt alors que l'autre l'est. Donc je pense que c'est important de pouvoir communiquer. Je sais que c'est un peu évident comme conseil, mais en tout cas de pouvoir mettre à plat et d'écouter l'autre en fait, que chacun ait l'espace de dire pourquoi il se sent prêt, pourquoi il se sent pas prêt, de pouvoir éventuellement avoir un tiers qui nous aide dans cette discussion. Nous on a dû le faire, je repars un petit peu sur mon exemple perso, mais on était hyper raccord pour le premier, mais pour le deuxième pas du tout. Moi mon mari il a freiné des cas de fer. Il voulait limite plus avoir d'autres enfants parce que ça a été vraiment très difficile notre entrée dans la parentalité et moi en fait je savais que j'en voulais plusieurs et surtout je voulais pas attendre trop longtemps parce que grossesse pathologie compliquée et tout et je sentais qu'il me fallait des forces physiques et que je voyais pas faire ça trop longtemps je voulais pas attendre trop. Au final on a fait une espèce d'entre-deux, nos enfants ont 4 ans d'écart, mais ça a été compliqué en fait de gérer ce déséquilibre dans le désir et c'est ce qui nous a aidé, ça a été vraiment d'en parler, de tout mettre à plat, de pouvoir déconstruire certains a priori de l'un ou de l'autre. Par exemple moi j'étais oui mais il faut pas qu'ils aient trop d'écart parce que sinon ceci cela, et puis en fait en creusant le sujet on s'est rendu compte que c'est pas plus mal d'avoir un peu d'écart et que l'aîné soit un petit peu mature avant le deuxième. Et lui, il avait aussi ses propres choses à déconstruire et c'est vraiment dans la discussion et aussi en parlant avec des médecins. J'avais fait un bilan pour voir où en était ma réserve ovarienne parce que j'avais aussi des peurs par rapport à ça. On en a parlé avec des amis, notre nounou, bref, notre écosystème, notre village, parce que même si c'est une décision qui nous appartient, ça nous a aidé en fait de nous nourrir de nourrir notre discussion aussi de l'extérieur pour pas rester enfermé et bloquer chacun camper sur nos positions. Je comprends. Est-ce que au niveau du postpartum, il y a des retours aussi? Parce que c'est assez particulier pour une entrepreneuse, le postpartum, parce qu'on est déjà en train de penser à la suite. Est-ce que du coup, dans le lien avec le conjoint, est-ce que tu as eu des retours à ce niveau? Ouais, tout à fait.
Et je pense que un des facteurs principaux à avoir en tête, c'est que souvent les conjoints reprennent plus rapidement que la nouvelle maman, parce que en France en tout cas c'est designé comme tel et c'est assez, ça existe hein, des couples qui s'organisent autrement et qui font en sorte que il y a une vraie équité en fait dans l'arrêt de travail post-naissance, mais très souvent les femmes s'arrêtent un peu plus longtemps, restent seules avec leur bébé, alors que le papa n'a pas cette expérience en fait de s'occuper seul d'un nouveau-né et du coup a du mal à comprendre en quoi c'est compliqué. A du mal à comprendre mais pourquoi t'es si fatiguée alors que t'es restée toute la journée à la maison, a du mal à comprendre comment ça se fait que le lave-vaisselle est même pas rempli alors que t'as que ça à faire. Et ça c'est vrai que c'est assez difficile et pour l'un et pour l'autre en fait quand on vit des choses complètement différentes, de pouvoir avoir de l'empathie pour ce que vit et l'un et l'autre. D'un point de vue purement professionnel entrepreneurial, pour les femmes qui sont à leur compte et qui du coup donnent naissance, il y a effectivement comme tu le dis cette dualité de d'un côté il faut que je me repose, il faut que je m'occupe de mon nouveau-né, il faut que j'arrive à être présente dans ce moment clé de la vie, mais de l'autre il y a toujours une pensée voire même la tentation de reprendre rapidement l'activité. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, le congé maternité, il a été créé donc, en 1904 pour faire baisser le taux de mortalité infantile et maternelle. Et ça a eu des répercussions, c'est-à-dire que si on s'arrête de travailler à ce moment-là, c'est que physiquement et mentalement, et pour le bébé et pour la maman, ça a une réelle répercussion. On parle souvent aussi d'un autre chiffre qui est que la première cause de mortalité après la naissance d'un enfant pour la maman, c'est le suicide. Donc en fait, la santé mentale, ça a énormément d'importance. Et on sait aussi que la durée du congé maternité va impacter le taux de dépression du postpartum. C'est notamment, je crois, c'est à Hong Kong où ils ont allongé de 4 semaines, je crois, ils sont passés de 12 à 16 semaines, donc ça reste le même nombre de semaines d'ailleurs qu'en France, et ils ont vu moins 20% de dépression postpartum. Donc en quelques semaines de plus, ça impacte à 2 chiffres le pourcentage de femmes qui expérimentent la dépression. Et en fait, ce que je vois moi chez les entrepreneuses en général, pas forcément celles que j'accompagne, puisque souvent elles prennent des congés plus longs puis elles s'arrêtent vraiment, mais en tout cas quand on s'arrête pas ou peu travailler parce qu'on se met la pression et parce qu'on a peur de que le château de cartes s'écroule en notre absence, et on va avoir des taux de burn-out très importants dans l'année qui suit la reprise du travail, des taux de dépression du postpartum plus importants aussi. Et en fait faut bien comprendre que être maman, être parent d'ailleurs en général, alors qu'on est en dépression ou qu'on est en burn-out, c'est extrêmement difficile. Et mener de front une activité professionnelle alors qu'on est en dépression et ou en burn-out, c'est aussi très très compliqué parce qu'on est le moteur finalement de son activité. Et donc faut se prémunir autant que faire se peut de ces difficultés de santé mentale, et le fait d'avoir un vrai arrêt de travail, c'est essentiel. Donc en tant que partenaire d'une entrepreneuse, c'est faire en sorte qu'elle se sente suffisamment en sécurité financière, mais aussi qu'elle soit suffisamment confortable pour s'autoriser cette pause qui est nécessaire pour le corps et pour l'esprit, et qui a des bénéfices bien au-delà des quelques semaines après la naissance. Finalement, c'est les premières années de vie de l'enfant qui vont être impactées par cette capacité ou non de s'arrêter après la naissance. C'était justement ma prochaine question, comment ils pouvaient faire pour la soutenir à ce moment-là. Mais du coup, ça me fait penser que c'est intéressant peut-être de faire un point sur le congé maternité pour les entrepreneuses, parce que c'est vrai que il y en a encore qui pensent qu'elles n'ont pas forcément droit, ou alors qu'elles ont des droits qui sont limités. Est-ce que tu peux nous faire un petit éclairage là-dessus?
Ouais, carrément. Donc effectivement, les entrepreneuses ont le droit à un congé maternité. On parlera, je pense, tout à l'heure du congé paternité pour les entrepreneurs. Mais donc en fait, c'est depuis 2019 que les droits ont été alignés en termes de durée et de rémunération. Donc ça veut dire qu'en gros, on a le droit à la même chose, qu'on soit entrepreneur ou salarié. Alors le mode de calcul est pas tout à fait le même, les conditions d'accès, etc. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais le truc à retenir, c'est que, notamment là en 2026, au moment où on enregistre cet épisode, pour 4 mois de congé maternité, c'est à peu près 11 500 euros d'indemnité quand on cumule tout mis bout à bout. Donc à diviser par 4 mois, ça fait à peu près 2008 ou 2900 euros par mois. Donc ça reste une somme relativement confortable. La différence qui n'a pas été réfléchie comme telle quand nos chers élus ont défini ces modalités en se disant bon allez on aligne les droits puis comme ça les entrepreneurs ont le droit à la même chose que les salariés. La différence c'est que et bien tout simplement, quand on prend 4 mois off dans son business, certes on est indemnisé pendant 4 mois, mais les répercussions vont bien au-delà parce qu'en fait, pendant voire les mois avant le départ en congé maternité, on va pouvoir prendre moins de clients parce qu'on va pas prendre un nouveau client 3 jours avant de partir en congé maternité. Donc en fonction des activités du modèle économique, cette durée avant le congé maternité, on peut pas se permettre de prendre de nouveaux clients, elle est plus ou moins longue. Et pareil, après 4 mois d'arrêt de travail, après 4 mois d'arrêt de la communication, on va pas retrouver son niveau d'activité antérieur. Ça peut prendre plusieurs mois avant d'être à nouveau sur les rails. Et donc ce que je dis souvent, c'est que 4 mois d'arrêt de travail, c'est 6 à 9 mois de baisse dans la trésorerie et dans le chiffre d'affaires. Donc il y a des mécanismes de compensation, puis moi c'est mon métier d'accompagner à ça, de faire en sorte de trouver les bonnes stratégies pour que l'activité puisse continuer à se maintenir, voire même à prospérer, alors que nous on prend du temps pour soi, pour son bébé. Donc c'est pas une fatalité, mais c'est juste quelque chose à avoir en tête, que si on ne fait rien, prendre 4 mois, ça veut dire 6 à 9 mois de chiffre d'affaires en moins. Et c'est ça en fait qui est vraiment important à avoir en tête, et c'est là la différence finalement entre les salariés et les entrepreneuses. C'est pas au niveau des indemnités, c'est au niveau du fait que ces indemnités ont été réfléchies en miroir de celles des salariés et pas du tout en corrélation avec la réalité de la prise d'un congé de maternité pour les entrepreneuses. Et c'est pour ça que c'était en 2023, l'IFOP avait mené une enquête et dévoilé que 72% des entrepreneuses ne prennent pas leur congé maternité en entier. Il y a même 34% de celles qui rognent sur leur congé maternité qui reprennent le travail une semaine après avoir accouché. Donc avec un tout petit bébé, et encore les slip filets et les pertes, enfin voilà, le sang qui continue à couler. Enfin voilà, je dis les choses de manière assez crue, mais pour dire à quel point c'est horrible quoi de se dire que 34% des entrepreneuses se remettent à travailler alors que elles sont pas du tout remises, ne serait-ce que physiquement, et je parle pas de la psyché. Donc voilà, c'est le cœur de mon travail de faire en sorte que on puisse s'autoriser une vraie pause grâce à des leviers stratégiques, parce que malheureusement les indemnités effectivement ne sont pas à la hauteur de l'impact qu'a la prise d'un congé maternité en tant qu'entrepreneuse. Et cet impact que tu as constaté pour le business d'entrepreneuse, est-ce qu'il y a des éléments qui sont transposables dans le cas des entrepreneurs quand eux-mêmes deviennent pères? Tout à fait. Déjà, le premier point à savoir, c'est que les entrepreneurs ont eux aussi droit à un congé paternité, au même titre que les salariés, et donc la durée est la même. Donc au moment où on enregistre cet épisode, pour rappel, c'est 3 jours obligatoires plus 25 jours, ce qui donne donc 28 jours au total. Et puis en plus là, depuis 2026, il y a la possibilité d'ajouter un congé de naissance, donc 2 mois de plus, ça fait donc 3 mois au total. Et ensuite, il y a la possibilité de prendre un congé parental. Alors c'est très peu pris parce que c'est très mal rémunéré. Mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que ce congé parental, il peut être pris à 50 ou à 80%.
même pour les entrepreneurs. Et ça, je pense que c'est intéressant de l'avoir en tête parce que très souvent, on va avoir tendance à diminuer un petit peu son temps de travail quand on devient parent, notamment là où les premières années pour être présent dans les horaires d'éveil de son enfant qui se couche très tôt. Et puis pour penser voilà le mode de garde, etc. Et donc c'est possible en fait d'avoir un congé parental à par exemple 80% ou 50% et d'être rémunéré, alors c'est quelques centaines d'euros par mois, mais mis bout à bout, bah mine de rien, comme c'est jusqu'aux 3 ans de l'enfant, ça peut représenter plusieurs milliers d'euros, donc c'est toujours ça de prix, on va dire. Et je pense que c'est important en fait de bien comprendre ce à quoi on a droit, mais aussi de réfléchir au-delà, de pas être en mode minimum syndical et de pouvoir réfléchir à bah voilà, nous, notre famille, comme on a envie de s'organiser pour faire en sorte que l'arrivée de ce bébé il soit la plus confortable possible pour tout le monde. Et oui, bien sûr, on a envie de maintenir son activité pro, mais c'est important aussi de pouvoir prendre le temps pour pas regretter plus tard, parce que bah voilà, ça n'arrive que très rarement dans la vie finalement, de l'accueil d'un petit nouvel être humain. Donc ça vaut bien voilà quelques mois à l'échelle de la carrière sur voilà, on travaille aujourd'hui de je sais pas de 20-25 ans à 65 ans, quelques mois, finalement qu'est-ce que c'est. Donc voilà, je pense que c'est important de pouvoir avoir ça en tête. Et toi, tu accompagnes des femmes entrepreneuses, des entrepreneuses tout court, à se préparer justement pour l'impact que la grossesse, la naissance, le postpartum va avoir sur leur business. Est-ce que certains de tes conseils seraient applicables à des entrepreneurs? Et lesquels? Oui et non. Pourquoi? Parce que donc un entrepreneur qui prend uniquement le congé paternité, donc les 28 jours dont je parlais tout à l'heure, ça va pas forcément avoir d'impact sur son business. C'est-à-dire que autant quand on prend 4 mois de congé maternité, 4 mois sur 1 an sur 12, ça fait déjà un bon gros vide. Comme je disais, c'est 6 à 9 mois de chiffre d'affaires en moins, donc enfin voilà, ça a un vrai impact financier et là, faut mettre en place des leviers stratégiques. Franchement, prendre 1 mois off, les clients, ils vont pas se dire ah là là, comment on va faire, faut te faire remplacer et tout. Enfin voilà, c'est comme prendre des vacances d'été, quoi. Je veux dire, c'est pas ça a pas d'impact sur le business, voilà. Et si jamais ça en a, bah oui, on peut mettre en place des stratégies comme le fait de se faire remplacer. En fait, moi, ce que je conseille, c'est si on se dit que, par exemple, on a des clients freelance à qui on délivre des choses chaque mois et du coup, 1 mois en moins, c'est pas viable pour le client. Ça peut arriver. Je pense que ça se négocie parce qu'en vrai, 1 mois, enfin voilà, je pense que c'est pas voilà, peut-être que dans certains cas c'est vraiment complètement indispensable, auquel cas faut se faire remplacer. Moi, ce que je conseille, c'est d'organiser soi-même son remplacement. Déjà, ça va être plus confortable pour le client de lui dire bah voilà, je vais partir 1 mois en congé paternité, mais ne vous inquiétez pas, j'ai Benjamin ou Léandre avec qui je travaille, voilà, qui est digne de confiance, et je le brieferai moi, je m'occuperai de tout, pour vous ça change rien. Déjà c'est plus confortable pour le client, et en plus ça permet de se prémunir quand même d'un certain nombre de risques de vol de la clientèle. Parce que si c'est votre client qui trouve quelqu'un ou qui dit ah mais t'inquiète, on va prendre quelqu'un en interne pour te remplacer, le risque c'est que au retour de congé paternité on vous dise ah ouais non en fait finalement c'était vachement bien avec Benjamin, donc voilà, ciao. Et donc que le risque c'est que vous viviez les mêmes discriminations que vivent les femmes au travail. Donc voilà, je pense que ça c'est une petite astuce à avoir en tête. Si on sent qu'on a besoin de se faire remplacer, autant l'organiser soi-même. Déjà pour l'expérience client et aussi parce que en tant qu'entrepreneur, on n'est pas protégé par le droit du travail. Donc, autant on a les mêmes droits que les salariés en termes de congé, paternité, durée, rémunération, c'est calculé différemment pour les hommes entrepreneurs. Mais voilà, ce qui se passe, c'est que on n'est pas du tout protégé contre le fait d'être remercié au moment où on devient parent, et malheureusement certaines entreprises n'ont aucun scrupule à le faire, donc autant s'en prémunir, même si c'est des clients qu'on connaît depuis longtemps, avec qui on s'entend bien, même si la personne avec qui vous êtes en contact est elle-même parent.
ça ne prémunit pas des risques et vous aurez aucun moyen légaux de vous retourner parce qu'en tant qu'entrepreneur, on n'est pas protégé de ça. Donc, c'est à nous de prendre les devants et de mettre en place les choses pour que ça se passe le mieux possible. Et tu disais que la rémunération de congé paternité n'était pas calculée de la même manière. Et il y a du coup des différences, c'est ça? Oui. Bon, je sais pas si c'est une bonne nouvelle à partager. En fait, les entrepreneurs qui prennent un congé paternité sont moins bien rémunérés que les salariés. Contrairement aux femmes entrepreneuses qui ont, elles, la même rémunération maximum que les salariés, les hommes, c'est pas le cas. En fait, il y a une indemnité journalière qui est en 2026 de 65,84 € par jour, ce qui donne 1646 € pour 25 jours de congé paternité. Alors que les salariés, il me semble que c'est comme les femmes, donc c'est 2008 ou 2009. Donc il y a un écart en fait. Je ne sais pas qui a fait ces calculs et pourquoi les hommes salariés, les femmes salariées et les femmes entrepreneuses ont les mêmes droits, mais les hommes entrepreneurs, ils ont le droit à 1006. C'est un mystère. Après, il faudrait en fait qu'il y ait des associations d'hommes par an ou entrepreneurs qui mènent le combat auprès des élus pour dénoncer cette discrimination et faire en sorte que il n'y ait pas autant d'écart. En fait, ce qui se passe, pour rentrer un petit peu dans le détail des calculs, c'est que les femmes entrepreneuses, elles ont plusieurs rémunérations. Elles ont une indemnité globale qui est de l'ordre de 4 000 €, plus des indemnités journalières de 65 et quelques euros par jour. Et en fait, les hommes entrepreneurs n'ont que, entre guillemets, les 65 € par jour. Et donc, quand on regarde un peu dans le détail des calculs, les salariés ont le droit à une indemnité journalière de l'ordre de 90 € par jour. Enfin, je donne des chiffres un petit peu arrondis parce qu'en plus, ça change d'année en année, mais voilà, pour donner un ordre de grandeur. Et les entrepreneuses, comme il y a cette indemnité de 4 000 €, ils ont en fait réduit le taux journalier pour que, mis bout à bout, voilà, quand on prend les 4 mois de congé maternité, on est la même chose qu'on soit salarié ou entrepreneuse. Et pour les entrepreneurs hommes, donc, ils n'ont gardé que la partie indemnité journalière et ça donne une indemnité bien en dessous de celle des salariés. Voilà. Après, en fait, je pense que c'est important de se dire, bon, il y a déjà une petite indemnité qui est ce qu'elle est. Mais c'est aussi de se dire, finalement, c'est quoi le coût pour moi de prendre un mois de congé? Quelle est la part de ce coût qui est remboursé par les indemnités? Et qu'est-ce que moi, je vais devoir finalement autofinancer, soit à travers de l'épargne, soit à travers, je sais pas, on va créer une opération de marketing, une phase de promotion, faire un super deal à l'occasion de tel ou tel événement pour booster un peu son chiffre d'affaires et remplir les caisses, la trésorerie pour pouvoir se permettre un arrêt de travail qui soit d'ailleurs du coup limité à ce mois de congé paternité ou qui puisse du coup être aussi un peu plus long. Merci pour cet éclairage, vraiment je découvre, je suis même choquée en fait. Parce que d'habitude les discriminations vont dans l'autre sens, mais là c'est une discrimination qui en fait que les pères ont moins intérêt à prendre du temps avec leur bébé. C'est fou. Tu parlais du coût et ça me donnait envie de retourner la question dans l'autre sens. Quel est aussi le coût pour les pères de ne pas prendre ce congé paternité avec leur bébé, de ne pas soutenir la mère au quotidien pendant les premières semaines, de ne pas créer ce lien qui est quand même assez particulier des premiers jours, des premières semaines. Je pense que ça c'est une question aussi intéressante à garder en tête. Carrément. Le coût en fait de pas prendre son congé paternité, c'est déjà, je pense, un coût symbolique dans le couple. C'est un message, un signal qu'on envoie à la société, mais aussi à sa compagne, de dire voilà, moi je vais pas m'arrêter alors qu'on accueille notre enfant. Et je pense que même si sur le coup la plupart des femmes vont rien dire parce qu'elles sont bien trop occupées à d'autres choses, ça peut créer un ressentiment qui peut se retourner contre la stabilité, la solidité du couple plus tard.
Je sais que t'en parles déjà souvent. Il y a un taux de séparation dans la première année qui suit la naissance d'un enfant qui est très important. C'est de l'ordre de 20 ou 25%. Et je pense que ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir le détail, mais ça ne m'étonnerait pas que la non-prise du congé paternité joue un rôle dans ces statistiques. Et on comprend tout à fait pourquoi. Enfin, c'est-à-dire que, effectivement, on a décidé de faire cet enfant ensemble, on va l'élever ensemble, et donc, voilà, je pense que les deux partenaires ont raison d'attendre de l'autre une implication, et ça passe aussi par ce symbole de la prise ou non du congé paternité. Après, il y a ce congé paternité, à quoi ça sert en fait? Donc oui, à créer du lien avec son enfant, mais aussi à soutenir la jeune maman qui vient de vivre un accouchement et qui en fait a besoin de temps pour reprendre des forces. Le corps met minimum 6 semaines à se remettre en place, et encore là je ne parle que de l'utérus qui se remet à sa place et des organes qui reprennent plus ou moins leur place. Mais en fait, le postpartum, ça dure une bonne année, voire 2-3 ans si on regarde le taux de calcium dans les os, si on regarde tous les indicateurs physiologiques. Une grossesse, c'est un ultramarathon. On s'en remet pas comme ça en 2 secondes. Et en fait, de nos jours, dans nos sociétés occidentales, c'est les parents qui s'occupent du bébé, voire la maman qui s'occupe du bébé. Or, physiologiquement, on n'a pas suffisamment de force pour le faire seul. Depuis des millénaires, depuis l'existence de l'espèce humaine, jamais aucune société n'a fait porter autant de responsabilités sur une seule personne, faible physiquement qui plus est, après cette épreuve de la grossesse et de l'accouchement. Et c'est un non-sens en fait. D'ailleurs c'est ultra récent à l'échelle de l'espèce humaine, et on espère que ça va vite s'éteindre, cette espèce de mode là de l'ultra individualisation et de l'ultra recentrement sur la famille nucléaire. C'est pas physiologiquement viable. Et c'est d'ailleurs pour ça que il y a tant de femmes qui mettent fin à leur vie après avoir subi cette épreuve. Donc c'est important en fait de savoir que les premières semaines avec bébé, c'est un moment où la femme doit pouvoir se reposer. Et pour ça, faut qu'on lui fasse à manger, faut qu'on lui apporte un verre d'eau à chaque fois qu'elle allaite, faut qu'on lui permette de dormir plusieurs heures par jour d'affilée, qu'on lui permette de prendre sa douche, faut qu'on lui permette de manger, de dormir, de se laver. C'est des trucs qui paraissent complètement basiques, mais quand on ne peut pas en fait se laver, manger et dormir, et qu'on est en plus après un ultramarathon, et à un moment donné le corps et ou l'esprit il pète un câble. Et là c'est compliqué d'être en couple avec quelqu'un dont le corps et l'esprit pètent un câble. Donc pour préserver votre couple et votre propre santé à vous aussi, prenez soin de votre partenaire, et pour ça soyez là quoi. Donc je pense que c'est un peu les deux aspects que j'ai envie de donner par rapport à l'importance de la prise d'un congé paternité, et certainement que tu as d'autres idées. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Il y a aussi tout ce qui est le lien avec le bébé, parce qu'en fait, il y a beaucoup de pères qui se plaignent, notamment quand la femme allaite, qu'ils ont du mal à créer du lien. Et en fait, on le voit dans les études, on le voit même quand on fait des scanners au cerveau des papas, tous ils sont présents, tous ils passent du temps avec leur bébé, tous leur cerveau va subir les mêmes modifications que celles qui subit le cerveau de la maman. Donc ce lien, c'est pas une question d'être mère ou père. Bien sûr, les mères on travaille un peu facilité par l'accouchement, par la grossesse, par l'allaitement, mais un père présent, il peut l'obtenir aussi. Et c'est une question de présence, donc de congé paternité qui est pris. Pour moi, ça a un coût parce que ce lien d'attachement, en fait, ça va avoir un impact sur la relation entre le père et son enfant. Donc, c'est inestimable, en fait, en termes de valeur. Je voulais juste revenir sur quelque chose qui peut être un peu complexe. Ça arrive que le business soit la base financière de la famille, que les revenus générés par ce business soient fondamentaux pour maintenir la vie qu'ils connaissaient jusque-là. Et du coup, quand il y a cette pression financière, comment on fait? Alors déjà, la pression financière, c'est une émotion.
Donc c'est de l'ordre de l'émotionnel, et je pense que une des premières étapes, c'est d'amener de la rationalité, c'est-à-dire de faire les comptes, de regarder vraiment très précisément sa situation financière. Est-ce qu'on a des réserves ou pas? Est-ce que l'entreprise a des réserves ou pas? Voilà, de faire un état des lieux, parce que parfois on avance avec une image de où on en est financièrement, et elle est pas toujours 100% corrélée à la réalité. Donc ça, c'est un premier point. Si on a des réserves d'un point de vue perso ou d'un point de vue pro, c'est de se dire finalement, est-ce que ce bas de laine qu'on garde en cas de coup dur, on pourrait pas aussi l'utiliser comme un budget pour l'accueil de cet enfant. En Chine, on dépense autant à l'arrivée d'un enfant qu'à un mariage. En France, le budget moyen d'un mariage, je crois que c'est 20 000 euros, un truc comme ça. Et on n'oserait pas en fait mettre 20 000 euros dans l'arrivée de son enfant, alors que je pense que c'est tout aussi important qu'un mariage dans l'avenir d'une famille et dans la vie d'une famille. Enfin, on dépense 20 000 euros pour inviter ses potes et sa famille à boire jusqu'au bout de la nuit dans une jolie demeure à la campagne, tous bien habillés. Mais on n'ose pas mettre de l'argent dans l'arrivée et la naissance de son enfant qu'on va élever toute sa vie et qui va être là sur notre lit de mort. Enfin, je veux dire, c'est hyper important un enfant en fait. Donc voilà, je pense que c'est aussi se dire quelle valeur je vais apporter à ce moment de la vie, et est-ce que l'argent qu'on a de côté au cas où, on pourrait pas en investir au moins une partie pour ce moment si crucial de notre vie. Ensuite, si on n'a pas ces réserves-là, ou que effectivement notre force de travail elle est hyper importante pour maintenir le cap de l'entreprise, c'est peut-être réfléchir, je parlais de se faire remplacer tout à l'heure pour prendre son congé paternité, peut-être réfléchir à comment l'activité professionnelle est structurée et comment est-ce qu'on délègue ou pas, quel finalement levier on va pouvoir mettre en place pour que l'entreprise continue à générer autant, voire plus, mais que nous, personnellement, on travaille moins. Et la délégation, c'est un super levier, en fait. Et d'ailleurs, ça peut être un chouette, en tout cas, un joli symbole de se dire, l'arrivée de mon enfant, ça a été le moment où j'ai commencé à basculer dans un mode de fonctionnement où mon entreprise fonctionne même sans moi. Mon entreprise ne repose pas entièrement sur mes épaules. Et je pense que c'est aussi un super objectif moyen long terme à se donner en tant qu'entrepreneur, voire même pour une reprise ou une revente d'activité à moyen ou long terme, de se dire que ce qu'on crée et ce qu'on porte et ce à quoi on a donné vie, parce que c'est presque un bébé finalement, une entreprise, et on va pas le garder dépendant de nous, de notre temps, de notre énergie ad vitam aeternam. On va mettre en place des choses pour mettre en place des process, documenter, faire en sorte que les choses puissent tourner même sans nous. Et je pense que c'est un bel objectif professionnel à se donner, et pourquoi pas se le donner au moment de l'entrée dans la parentalité. Moi, un message que je donne aux femmes que j'accompagne, c'est faites de la grossesse un tremplin pour votre business, parce que en fait, dans la plupart du temps, la grossesse c'est plutôt quelque chose qui plombe l'activité. Donc moi, j'ai envie d'offrir un contre-pied. Et je pense que c'est très valable aussi pour les hommes entrepreneurs. Quelle opportunité ça représente pour votre vie professionnelle. C'est pas qu'une pression financière en plus, c'est aussi un nouveau paradigme qui va ouvrir le champ des possibles et qui va vous amener à voir plus loin et à peut-être avoir des ambitions plus grandes. Alors peut-être ambition financière plus grande, mais aussi ambition en termes de pouvoir prendre plus de temps pour soi, pouvoir prendre plus de vacances, pouvoir prendre des vrais week-ends, pouvoir s'arrêter de travailler plus tôt le soir, pouvoir voir son business grandir aux mains d'autres personnes que soi. Et je pense que c'est un super une super perspective à avoir. En tout cas, j'espère que ça vous donne envie, vous qui nous écoutez.
Et idéalement, il faut anticiper combien de temps avant? Moi, je suis plutôt partisane de vaut mieux bien se préparer. C'est comme un trek, voilà. On va, enfin voilà, quand on part en montagne, en fait, on va étudier le chemin un bout de temps en avant, on va bien s'équiper en termes, on va peser son sac au gramme près et voir si on prend pas plutôt tel ou tel item pour que ce soit, voilà, le plus optimisé possible. Et bien sûr, il y a certaines choses qui se jouent au moment de l'ascension de la montagne, mais la préparation, elle est hyper importante. Et c'est la même chose pour l'arrivée d'un enfant. Oui, bien sûr, il y a la façon dont ça va se passer et ce qu'on va vivre le jour même. Ça, on sait pas. Mais plus on est préparé, mieux on va le vivre et plus on pourra faire preuve de flexibilité aussi. Et moins on sera dans le stress de l'urgence. Donc après, chacun a aussi son type de personnalité. Et il y a des personnes qui sont très bons dans l'improvisation et d'autres qui ont besoin d'être bien préparés pour pouvoir réagir sereinement. Moi, je suis plutôt de la team, j'ai besoin d'être bien préparée pour pouvoir être sereine si jamais ça se passe pas tout à fait comme prévu. Mais dans tous les cas, on peut que gagner en fait à se préparer et à anticiper même avant la grossesse et au maximum pendant la grossesse et où comme ce que je disais au tout début de l'interview si jamais les choses finalement se sont pas passées de manière optimale, on peut toujours rectifier a posteriori, mais ça nous expose quand même à un certain nombre de risques dont on a parlé aujourd'hui et qui du coup valent le coup de se préparer. Et une question un peu particulière. Si les deux sont entrepreneurs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je trouve que c'est une super configuration. En fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le deviennent après la naissance de leurs enfants, tout simplement parce que le monde du travail salarié n'est pas adapté à la parentalité et on s'en rend souvent compte après la naissance et donc on devient entrepreneur à cette occasion. Si on a la chance d'être déjà entrepreneur avant même la naissance de son premier enfant ou des suivants d'ailleurs, c'est à la fois plus de responsabilité parce qu'on l'a vu au cours de cette interview, on est moins protégé en termes de droit du travail, mais on a aussi plus de liberté, de flexibilité. Moi, j'ai pas mal d'exemples de couples entrepreneurs qui du coup reprennent à 50% et gardent leur enfant assez longtemps à la maison avant de le confier à soit une tierce personne, soit une crèche. Et je pense que c'est un super modèle de se dire que bah voilà, toi tu travailles le matin, moi l'après-midi ou enfin tel jour et toi tel autre jour. Si jamais il y a des déplacements ou que voilà, bref, faut trouver son mode de fonctionnement. Mais je trouve que c'est chouette de pouvoir se dire bah voilà, je vais reprendre mon activité quand même parce que elle me tient à cœur et puis elle me permet de m'épanouir, que ce soit de la part du papa ou de la part de la maman. Et en même temps, je vais passer du temps seule à m'occuper de mon enfant. Et je trouve que c'est un super mode de fonctionnement. En tout cas, moi, ça m'aurait vachement plu si mon conjoint avait été à son compte. Donc voilà, je pense que faut le voir comme une opportunité finalement de se dire bah on est tous les deux à notre compte, donc ça veut dire qu'on va avoir des impacts financiers qu'il va falloir anticiper, il faudra trouver les leviers stratégiques qui nous permettent de maintenir notre activité et c'est certes une charge supplémentaire par rapport aux salariés, mais c'est aussi, notamment une fois que bébé est là, une liberté absolument géniale de pouvoir s'organiser comme on veut, de pouvoir être présent autant l'un et l'autre. Et ça, je pense que ça pose les bases voilà, d'un mode de fonctionnement équitable qui permettent d'avoir moins de ressentiment et de diminuer le risque de séparation ou de tension, de baby clash comme on l'appelle, après l'arrivée de bébé. Oui, tout à fait. Et après, il y a aussi moi, j'étais en couple avec un entrepreneur, donc cette expérience-là, je l'ai vécue. Mais c'est vrai qu'avec le congé parental, après, du coup, on peut aussi jouer sur différents cas de figure. C'est possible même de faire garder son enfant que 2 jours dans la semaine, par exemple, et sur les 3 autres jours se répartir. On n'a pas besoin d'être sur un objectif idéal de 100%, mais en fait, il y a énormément de cas de figure qui peuvent être étudiés
et qui sont hyper intéressants, notamment quand ça permet au père de passer du temps seul avec son bébé. Parce que c'est ça aussi qui va jouer sur le lien d'attachement, c'est ces temps seuls où il n'y a pas la maman là pour venir au secours, entre guillemets, mais où il apprend vraiment à se lier à son bébé seul, en autonomie. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, merci d'apporter ce point-là. Je voudrais donner une alternative parce que là on a dit oui, super modèle, les deux se mettent à 50%. C'est pas toujours possible financièrement. Moi j'avais une cliente qui avait fonctionné comme ça avec son conjoint, alors que donc ils étaient tous les deux à leur compte et ils se sont mis à 90%. Ça veut dire qu'ils faisaient garder leur bébé 4 jours par semaine et un vendredi sur 2 ils s'alternaient. Donc en fait, il y avait 2 vendredis par mois où ils travaillaient pas. En fait, quand tu travailles à 90%, donc que tu prends 2 vendredis par mois, en fait, ça a pas d'impact financier sur la boîte. On n'est pas à 2 vendredis près. Donc ils maintenaient leur rémunération à 100%, mais ils travaillaient à 90%. Et ils avaient les deux une journée chacun seul avec bébé. Ce qui permet de créer ce lien d'attachement, de créer de l'autonomie aussi dans la façon dont on s'occupe de bébé, de trouver ses marques et de pouvoir faire à sa sauce, parce que c'est vrai que une chose qui est souvent décriée des papas, c'est oui mais bon, quand moi j'essaye de le faire, d'aider et tout, c'est jamais bien comment je fais. Et ça c'est souvent parce qu'on n'a pas l'espace en fait d'expérimenter et de faire des erreurs et d'être confronté à la réalité seul. Et vraiment passer du temps seul avec son bébé, c'est ce qui fait notamment dans les pays nordiques quand c'est vraiment l'idéal, mais genre quand les papas ont 4 mois ou 5 seuls avec leur bébé alors que leurs conjointes ont repris le travail à temps plein, ils ont cet espace en fait pour vraiment s'approprier et trouver leur manière de faire qui est parfois différente mais certainement tout aussi bien. Et du coup quand on leur dit non c'est pas comme ça ou je sais pas quoi, plutôt que de dire du coup je me sens pas assez compétent, de dire non moi je fais différemment mais t'inquiète ça marche très bien aussi, regarde, enfin tu vois, genre laisse-moi faire. Et je pense que c'est important aussi, bien sûr, les femmes doivent laisser l'espace, mais je pense que les hommes doivent aussi s'affirmer et dire j'ai confiance en fait en ma façon de faire, peut-être que toi tu fais différemment, moi je te jure, la dernière fois j'avais fait comme ça et franchement ça, voilà, je fais à ma façon. Et on a envie en fait d'avoir des partenaires comme ça qui prennent les choses à bras le corps, et qui attendent pas qu'on leur délègue, mais qui vraiment prennent les choses en main. Moi j'étais pour donner une petite anecdote, j'étais dans un groupe WhatsApp de jeunes mamans, que j'ai rejoint pendant ma grossesse. On a toutes accouché le même mois, et en fait les conjoints, leur surnom c'est le stagiaire. Et mon stagiaire a fait ci, devinez pas quoi ce que mon stagiaire a fait et tout. Et parce qu'en fait c'est le reflet d'une triste réalité que on se retrouve avec des papas un peu penauds qui savent pas trop, qui sont un peu gauches, qui ont jamais mis de vêtements à une poupée petit et qui du coup là se retrouvent à se débattre avec les pyjamas, les clips et tout, qui savent pas trop s'y prendre, et qui en plus sont en demande de direction et de un peu comme un stagiaire quoi, qui est là avec les yeux ronds, pas trop savoir quoi faire, où se mettre, et qui demande tout le temps là je fais quoi et tout, et c'est pesant en fait pour les jeunes mamans. Donc messieurs, ne soyez pas dans la posture d'un stagiaire. Soyez dans la posture du petit CEO de la famille. Et prenez des initiatives, faites les choses à votre manière, ayez vos propres, prenez l'espace dont vous avez besoin pour être en autonomie et pour pouvoir prendre votre place quoi. Je suis complètement d'accord parce que moi je l'ai vécu aussi, donc ça c'est cette dimension-là. Avec le congé maternité qui est plus long, dans notre tête, on peut commencer à être en mode non mais je suis indispensable pour mon bébé, il faut que je sois là en tant que maman. Et le fait d'avoir un jour, on avait les mercredis, c'était un mercredi sur 2. En fait, je me suis rendu compte qu'un mercredi sur 2, mon conjoint se débrouillait très bien.
Et ils passaient des chouettes journées. Ils faisaient des choses que moi je faisais pas avec mon bébé, par exemple. Ils allaient se balader, ils faisaient des activités. Je trouvais ça incroyable. Mais ça m'a permis de prendre du recul par rapport à cette posture de moi je suis indispensable. En fait, non, je suis pas indispensable parce qu'un mercredi sur deux, ça se passe super bien. Et donc c'est vraiment un jeu d'équilibre à trouver. Et le fait de se réclamer ce temps seul avec le bébé pour le père, pour moi, ça fait toute la différence, ouais. Alors, juste pour terminer, s'il y avait une chose essentielle à retenir pour un futur père entrepreneur, ce serait quoi? Futur papa entrepreneur, j'ai envie de vous dire, préparez-vous à une aventure merveilleuse, parce que, ça reste ça, l'accueil d'un enfant dans sa famille. Et du coup, donnez la place que ça doit avoir pour votre vie, pour votre couple. Prenez du temps, investissez de l'argent, faites-vous aider dans votre business pour avoir cet espace-là. Autorisez-vous à vivre les choses pleinement, à votre manière évidemment, mais en étant présent, en étant investi et en savourant aussi ce nouveau chapitre de vie qui s'ouvre, qui vous attend et qui peut vraiment être génial quoi si on le subit pas et si on s'y investit pleinement. C'est comme une vague, un tsunami même. On peut surfer dessus ou alors on peut se laisser engloutir. Et pour surfer, faut déjà avoir pris sa planche de surf avec soi. Donc faut être préparé. Et puis après, faut prendre les devants et puis se lancer quoi et y aller. Et voilà, espérer que ça ne change rien. Je pense que c'est ça qui fait qu'on prend l'eau, on prend la tasse, on boit la tasse. Donc n'espérez pas que ça change rien, mais au contraire, dites-vous que ça va être une épopée absolument fantastique qui peut renforcer votre couple, qui va de toute façon changer votre vie à vie. Et donc voilà, prenez votre planche de surf. Préparez-vous à surfer sur cet immense changement, mais qui vaut la peine d'être vécu. J'aime bien l'image. Je pense que c'est très très parlant. Et pour un futur père dont c'est la compagne qui est entrepreneuse. Et pour un futur père dont la compagne est entrepreneuse, je dirais, prenez pleinement votre place, soyez le copilote de l'avion et surtout donnez-lui la place, l'espace et la sécurité financière notamment de pouvoir vraiment s'arrêter parce que c'est le grand risque des entrepreneuses, c'est cette impression que prendre son congé maternité ça va être trop risqué pour l'entreprise et en fait elle met sa santé physique, mentale en risque et ça c'est aussi du coup un risque pour la santé physique et mentale de votre enfant à vous deux. Donc c'est de votre responsabilité d'offrir cet espace, ce temps pour qu'elle puisse prendre soin d'elle et en plus vous ça vous donne l'opportunité de créer des liens ou en tout cas de pouvoir passer du temps avec votre bébé et de pouvoir être à ses côtés dans le moment où elle en a le plus besoin de toute sa vie. Donc vraiment soyez là. et puis profitez de ce nouveau chapitre de vie qui s'ouvre. Merci beaucoup Solène pour cet échange, pour toutes ces informations. J'ai appris des choses et j'espère que ça va être utile aussi à des futurs pères, que ça va vraiment faire la différence dans l'accueil de leur enfant et dans leur couple. Super, écoute, merci à toi Susanna de m'avoir proposé d'échanger sur ce sujet. Et puis je voulais aussi ajouter une petite bonus pour les papas qui nous écoutent. Il y a une initiative qui a été créée par la mutuelle WeMind, qui est une mutuelle pour indépendants qui s'appelle Indéparents. Il y a un compte LinkedIn, Instagram, en fonction de votre affinité, où vous pouvez aller voir ce qui s'y passe. Et il y a notamment une communauté de futurs et jeunes parents entrepreneurs. Et je pense que ça peut être chouette en fait de s'entourer d'autres entrepreneurs qui deviennent parents ou qui sont parents de jeunes enfants. Voire même il y en a qui ont des enfants. Je me rappelle un papa qui a 5 enfants et le plus âgé est ado.
Donc voilà, il y a toutes les phases de la vie. Ça a l'air assez sportif là aussi. Moi, j'en suis pas du tout là dans ma propre parentalité, mais c'est chouette de pouvoir s'entourer d'autres personnes qui ont traversé ce chemin avant nous ou qui en sont au même point, au même moment que nous. Enfin voilà. Et je pense que ça peut être une belle opportunité en fait de rejoindre une communauté. Donc il y a aussi une communauté sur Slack qui est gratuite qu'on peut rejoindre. Il y a des événements un peu partout en France. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre l'initiative. Moi, je collabore en fait avec WeMind sur cette initiative, et notamment, je suis en train de rédiger des guides gratuits sur entre autres sur les droits des futurs parents entrepreneurs. Donc on va faire un guide spécial pour les futurs papas. Alors c'est dans les tuyaux, c'est pas encore pour tout de suite, mais je te préviendrai dès que ça sort d'ailleurs. Mais dans tous les cas, et avant même la sortie des guides, n'hésitez pas à rejoindre la communauté des parents. Je pense que ça peut être utile. Ah mais super, merci vraiment pour l'info. Je vais mettre le lien sur la description de l'épisode et dans le mail qui sera envoyé à tout le monde. Voilà, merci beaucoup. C'était vraiment chouette d'échanger avec toi. À très bientôt, Susanna. Merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des Gardiens de la naissance. Si cette interview t'a touché ou éclairé, le défi audio te sera encore plus utile. Ce sont plus de 20 sujets spécifiquement dédiés aux futurs pères avec des outils pratiques et des actions concrètes à mettre en place dès aujourd'hui. On y parle de grossesse, d'accouchement, de postpartum, d'allaitement, de liens avec ton bébé, de sexualité, de comment parler d'argent en couple. Bref, j'ai mis tout ce qui aurait changé la vie de mon mari et la mienne pendant ma première grossesse. Ce podcast est tout nouveau et j'ai besoin de ton soutien pour le faire connaître. N'hésite pas à le noter sur ton appli ou à le partager avec tes amis. Et si tu veux recevoir des ressources gratuites chaque semaine, inscris-toi à ma newsletter. Tous les liens sont en description de l'épisode. On se retrouve très vite pour un nouveau récit. À bientôt!